Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème rentrée scolaire 2025-2026 au Niger, niveau de préparation et engagement des acteurs pour une bonne réussite de l'année. Élèves et enseignants ont donc repris le chemin de l'école hier, mercredi 15 octobre 2025, après les grandes vacances. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, a officiellement lancé le mercredi 1er octobre 2025 à Niamey l'acheminement des fournitures et manuels scolaires à destination des établissements des différentes régions du pays. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu du niveau de préparation de la rentrée scolaire, les difficultés et les défis liés à la bonne réussite de l'année en cours avant de formuler des recommandations. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Al-Mustafa Moussa Idé, secrétaire général du syndicat national des agents de l'éducation et de la formation SINAFEN, qui est membre de l'Alliance globale pour l'éducation et le développement, ASOEPT également. Il est aussi le secrétaire général de la toute nouvelle force syndicale, la CSI Niger. Al-Mustafa Moussa Idé, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, merci pour l'invitation. Et Amina Robert, membre de l'association des parents d'élèves et étudiants. Bonsoir Amina. Bonsoir et merci de l'invitation. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous avions également invité le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, mais aucun représentant n'a pris part à cette émission. On va commencer avec vous, Amina Robert. Rappelez-nous le rôle et la mission de votre association, l'association des parents d'élèves et étudiants. Merci, monsieur Mokhtar, de m'avoir donné la parole. Le rôle que joue l'association des parents d'élèves et d'étudiants. L'association des parents d'élèves accompagne la politique éducative du gouvernement et nous représentons les parents d'élèves et d'étudiants et nous participons activement à la vie scolaire en collaboration avec les directeurs d'école, les enseignants et les autorités locales. Amina Robert, le Niger a mis en place une réduction de 20% des frais de scolarité dans tous les établissements et institutions de formation privées applicables depuis la rentrée scolaire 2025-2026. Comment vous, les parents d'élèves, ont-ils accueilli cette réduction? C'est une très bonne chose, très bonne chose d'ailleurs. Je peux vous rappeler que les parents d'élèves ont participé activement pour vraiment pouvoir réduire le coût de la formation, des frais d'éducation de nos enfants. On a vraiment participé activement à la lutte, quoi. Vraiment, nos enfants paient des réductions sur les frais de scolarité. Donc c'est un ouf pour vous. Ah oui. Et d'ailleurs pour tous les parents. Qu'est-ce que vous attendez également du gouvernement en plus? Ce que nous attendons du gouvernement, c'est vraiment le paiement à terme échu des pécules, des salaires des enseignants et le recrutement des enseignants, des qualités et en quantité. pour que l'école soit vraiment, pour que l'école retrouve. Voilà. Amina Robert, le jour de la rentrée scolaire 2025-2026, vous étiez à l'école? Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, la rentrée a été effective quand même. Les enseignants étaient sur place, les encadreurs, tout le monde était vraiment au rendez-vous. C'était vraiment le retrouvail. Vous étiez contente? Ah oui, même nous en tant que parents, vraiment. Merci beaucoup Amina Robert. Al-Mustafa Moussa Idé. Vous êtes le secrétaire général du SINAFEN. Al-Mustafa Moussa Idé, dans quelles conditions s'est déroulée cette année la rentrée scolaire mercredi 15 octobre à Niamey et à l'intérieur du pays? Merci Mokhtar. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de m'acquitter vraiment d'un devoir.
Allez-y. Qui consiste sincèrement à vous remercier, vous et l'ensemble des responsables du studio Kalangu, pour l'invitation à ce débat. En tout cas, nous prions le bon Dieu de continuer à vous assister afin que vous puissiez véritablement nous accompagner dans ce combat qu'en tant qu'organisation syndicale, en tant que défenseur de droit à l'éducation, nous puissions l'accomplir dans l'intérêt unique des enfants du Niger. Amen. Ceci étant, avant de répondre effectivement aussi à votre question, vous allez nous permettre de faire ne serait-ce qu'une genèse. Vous le savez, l'année passée, ni était la détermination et le sens de responsabilité des organisations syndicales d'enseignants, comme les nôtres, un certain nombre de regroupements, l'école allait connaître vraiment des perturbations. Mais le sens de la responsabilité et le sens de l'écoute. Le sens du sacrifice. Et de sacrifice, particulièrement des autorités, et particulièrement la responsabilité des ministres en charge de l'éducation, dont le président du comité de négociation interministériel avec les partenaires sociaux et la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth. À côté d'eux, il y a les autres ministres en charge de l'éducation, celui de la jeunesse et celui de la formation professionnelle et celui du ministère des Finances. En tout cas, nous ont permis le 10 juin d'aboutir à un communiqué conjoint qui nous a permis en tout cas d'avoir tout juste un minimum sur quoi on peut s'entendre. Quand le communiqué conjoint a été signé le 10 juin, les organisations syndicales que nous sommes, nous avons mis les vacances à profit pour continuer effectivement le plaidoyer nécessaire afin que les goulots d'étranglement qui bloquent la satisfaction des revendications, c'est-à-dire les 2 points phares, le recrutement des contractuels et le paiement des salaires et incidences, ont été pris en compte. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, le décret de la fonction publique a été révisé, a été signé, et aujourd'hui le comité est en train de travailler. Nous pensons que ça, c'est aussi à mettre à l'actif de toute la communauté éducative, particulièrement aussi l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, qui a joué un rôle éminemment important pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Le jour de la rentrée, élèves et enseignants étaient-ils sur place à l'école? Oui, Mokhtar, avant de reprendre, c'est pour dire que aussi, indépendamment de ça, en amont, avant cette rentrée, il y a toute une panoplie d'activités qui ont été initiées par les ministres en charge de l'éducation et de la formation du Niger, particulièrement du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Toutes les activités en amont qui visent à préparer la rentrée ont été menées avec l'implication entière des organisations syndicales que nous sommes. Ainsi, on a vu les commissions d'affectation qui ont été tenues. Aujourd'hui, nos camarades ont été... Dans la transparence. Dans la transparence. Et mieux, dans l'entame de vos propos, vous avez parlé aussi de l'acheminement des manuels de fourniture scolaire. Où nous étions présents, nous avons vu la quantité. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on a vu aussi à la télé que les gouverneurs ont reçu. Et aujourd'hui, en tout cas, selon les échos qu'on a, en tout cas presque dans tous les établissements, les matériels ont atterri. Je pense que c'est quelque chose à mettre à l'actif véritablement de ce ministère-là. Parce qu'avant, Mokhtar, ça ne se faisait pas. En tout cas, nous tenons à leur tirer un grand coup de chapeau. Maintenant, pour la rentrée, vous avez vu la stratégie que le ministère a développée qui consiste à faire d'abord un lancement. Je sais que... Lancement, quel genre de lancement de la rentrée en question. Ainsi, de l'avènement du CNSP, la première année, on était à Saï, où on est parti lancer. La deuxième année, c'était à Kolo. Vous voyez, cette année, hier, la ministre et l'ensemble des partenaires sociaux et les partenaires techniques et financiers étaient à Walam pour lancer. Et ça, c'est vraiment, la ministre l'a dit dans son discours, c'était un message pour dire à ces populations de ces zones qui sont confrontées à des trucs que l'État ne les a pas oubliés, les partenaires sociaux ne les ont pas oubliés. C'est aussi une façon de venir dire qu'en tout cas, partout où il y a l'école, l'engagement a été pris que l'école va fonctionner. Et vraiment, le lancement était vraiment a répondu à notre attente parce que sur même le chemin de Niamey à Walam, partout où on passe, en tout cas les élèves et les enseignants étaient sur place au niveau de leur école. Et ils étaient venus même au bord du goudron
pour vraiment venir remercier la ministre et l'ensemble des partenaires. C'est pour dire que véritablement, la rentrée, les enseignants, malgré les conditions difficiles, les enseignants, les élèves, la communauté éducative a répondu Non, à vous entendre, monsieur le SG Al-Moustapha Moussa Ide, la rentrée a été effective. Non, la rentrée a été véritablement effective. Vouloir dire le contraire, c'est faire preuve de mauvaise foi. De mauvaise foi. Et la rentrée a été effective. Et en tout cas, dans beaucoup d'écoles, les cours vont démarrer dès aujourd'hui et d'autres, à partir de lundi, véritablement, les cours vont commencer. Vous avez la situation des écoles se trouvant dans les zones d'insécurité. Une semaine avant ça, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a tenu la semaine passée un forum. Comment relancer l'activité apprentissage qui a concerné uniquement la région de Tillabéri. À ce niveau, ce forum a réuni, outre les partenaires sociaux, les cadres du ministère, les responsables de la région de Tillabéri, à savoir le gouverneur, les administrateurs délégués, les chefs traditionnels et les parents d'élèves. À l'issue de ce forum, vraiment une présentation de la situation nous a été faite. Mais ce qu'on peut se réjouir, c'est qu'on tend vers la réouverture totale, en tout cas, de toutes ces écoles-là. Et l'autre engagement que... De toutes les écoles se trouvant dans les zones de sécurité. Il y a une situation, en tout cas, il y a une évolution vers l'ouverture de toutes ces écoles-là. Et il y a eu aussi l'engagement pris par les éléments de FDS qui ont rassuré les enseignants, qui ont dit que toutes les dispositions ont été prises pour que si le gouvernement décide en tout cas d'ouvrir une école, eux, ils prendront l'engagement pour sécuriser les choses là. Ça, cet engagement a été pris. Et mieux, l'autre engagement majeur, nous en tant qu'organisation syndicale d'enseignants, en tout cas nous avons pris un engagement qui consiste à engager une campagne de sensibilisation de la communauté éducative parce qu'on a compris que nous sommes en train de céder à la peur. Nous sommes en train de céder à la peur et nous pensons que quand nous engageons une véritable campagne de sensibilisation vers la communauté éducative, ensemble, nous pouvons faire face à ce défi. Cet engagement-là, nous l'avons pris et les AD aussi les administrateurs délégués des communes. Des 45 communes de Tillabéri ont pris un engagement et où, en tout cas, ils ont décidé, en tout cas, de contribuer et de revoir même à la hausse les budgets de communes pour prendre en charge le volet éducation au niveau de leur commune. Je pense que c'est pour vous dire que véritablement, nous, en tout cas, en tant que partenaires sociaux, nous sommes très contents de ce qui a été pris jusque-là. Et aujourd'hui, la rentrée est lancée. La rentrée, elle est effective, mais il y a des points qu'on doit véritablement améliorer. Parce que l'objectif, c'est la rentrée, mais l'idéal, comment on peut avoir une année scolaire stable, un bon déroulement de l'année scolaire, parce que, en tout cas, les 2 ans, vous voyez que l'école publique nigérienne est en train, en tout cas, de gagner de crédibilité. Chaque année, je pense que, puisqu'on nous a demandé d'être résilients, le contexte de la refondation nous oblige à être beaucoup résilients, afin à consentir aussi des sacrifices. Et là, les enseignants sont en train de le faire parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'enseignants n'ont pas encore perçu leur salaire. Madame l'a dit, et aussi les contractuels aussi totalisent encore 2 mois d'arriérés de pécule. C'est pour dire voilà à ce que des points à améliorer si nous voulons véritablement pour une année scolaire stable, normale, où l'enfant va apprendre et affronter les épreuves. Je pense que le sacrifice aussi que de l'autre côté l'État doit consentir, c'est de tout faire pour permettre à ce que les enseignants soient dans leurs droits, parce que aussi l'école va contribuer beaucoup à lutter contre tous ces problèmes auxquels notre pays fait face. Merci beaucoup Al-Moustapha Moussa Ide, Amina Robert. L'année dernière, les grèves des enseignants contractuels ont fortement perturbé le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Alors Amina, que faut-il faire? Que faire pour éviter de telles perturbations pour l'année en cours? Mais M. Moustapha a tout dit, hein. Il a tout dit. C'est le non-paiement des pécules, des salaires à terme échu, et l'engagement que le gouvernement a eu à prendre, l'engagement du 10 juin. Moustapha en a parlé de ça déjà. Donc vraiment, si le gouvernement
peut vraiment faire des efforts. Oui, mais vraiment... Amina, une chose est de s'engager et une autre chose, c'est de respecter les engagements. Voilà. Oui, mais est-ce que l'État peut respecter cet engagement? L'État peut vraiment faire des efforts à vraiment respecter ces engagements qu'il a eu à prendre pour les enseignants et même d'ailleurs pour les étudiants et les élèves. Et même nous les parents d'ailleurs. Amina. Parce que c'était devant nous qu'il a pris cet engagement. On était témoins. Voilà. Alors Amina, en dehors des revendications salariales, le recrutement, y a-t-il d'autres préoccupations qui peuvent freiner le bon déroulement de l'année en cours? Bon, oui, il y a vraiment des problèmes qui peuvent vraiment... Il y a les libertés syndicales. Voilà, les libertés syndicales, l'appui aux enseignants, la formation des enseignants, le recrutement des enseignants en qualité et en quantité. Alors, on sait que l'éducation ne concerne pas que l'école. À la maison aussi, les enfants sont appelés à être éduqués. Comment éduquer un enfant à la maison? Bon, en tant que parent, d'ailleurs, tout parent doit vraiment éduquer son enfant. Donc, l'éducation commence à la maison, avant même d'aller à l'école. L'enfant doit être éduqué d'abord par les parents. Nous sensibilisons les parents d'ailleurs même pour que vraiment ces enfants soient bien éduqués à la maison, avant même l'éducation de l'école. Parce que nous éduquons. L'école éduque et vraiment la rue aussi. Voilà. Je rappelle à nos auditeurs, auditrices que nous avions également invité le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, mais aucun représentant n'a pris part à cette émission. On a servi une courte pause. Al-Moustapha Moussa Ide, on va commencer avec vous. Au Niger, l'éducation des enfants handicapés progresse, mais reste limitée, avec seulement environ 3,7% selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale des enfants handicapés scolarisés. Le pays a mis en place une loi sur l'éducation inclusive et des réformes pour former les enseignants tout en améliorant l'accessibilité physique des écoles. Cependant, des défis majeurs subsistent, notamment des préjugés sociaux, les obstacles institutionnels, financiers et médicaux. La scolarisation des enfants handicapés est-elle aujourd'hui une préoccupation pour les autorités? Merci Mokhtar. Relativement à cette question, véritablement au Niger, on peut s'en réjouir. Si les représentants du ministère étaient là, ils allaient peut-être confirmer ou bien donner des détails. Donner d'amples choses. Mais nous, en tant que, quand je me mets dans ma posture de défenseur des droits à l'éducation, et des droits de l'homme aussi. Et des droits de l'homme, et en tant que aussi membre du conseil d'administration de ASSO-EPT, au vu de tout ce qui a été mené, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'éducation des enfants handicapés est une réalité. Parce que quand vous prenez la formation initiale des enseignants, déjà on inculque aux enseignants les valeurs fondamentales, ce qu'il lui faut pour pouvoir prendre en compte cet enfant handicapé. En tout cas, une chose est sûre. Aujourd'hui, l'idée qui consiste à refouler un enfant handicapé dans une école à cause de son handicap, elle ne tient plus la route. Aujourd'hui, quelle que soit l'école du Niger, je pèse bien mes mots, quelle que soit l'école du Niger, où vous avez un enfant handicapé, quand vous l'amenez, il est pris en compte. Il y a le matériel adéquat sur place. Vraiment, et des dispositions ont été... Les enseignants sont mieux outillés. N'étant pas du ministre, mais moi je sais que dans le cadre de notre coalition ASSO-EPT, nous savons qu'on a beaucoup mené le campagne avec même parce qu'on a aussi des relations avec la Fédération des personnes handicapées. On a mené beaucoup de plaidoyers pour que ce volet-là soit pris en compte. Vraiment, nous pouvons nous estimer heureux que vraiment cette préoccupation-là a été prise en compte. En tout cas, dans beaucoup d'activités que le ministère organise, en tout cas, la Fédération des personnes handicapées participe. Nous, on participe avec eux. Et chaque fois que les préoccupations sont posées, en tout cas, le ministère tient compte de ça. Et les choses véritablement sont en train d'évoluer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, allez-y. Quand j'étais commissaire à la CNDH, en tout cas, la Commission nationale des droits humains, à l'époque, nous avons vu des enfants qui ont été effectivement refoulés.
À cause de leur handicap. Mais quand on a saisi à l'époque le ministère, en tout cas des dispositions ont été prises pour que véritablement on puisse vendre. Et on a engagé aussi une campagne envers les parents. Parce que véritablement aussi le problème, c'est pas ça. Comme tu l'as dit, il y a des préjugés sociaux. C'est au niveau même des parents. Quand dès que l'enfant est handicapé, vous dites non. Vraiment, vous préférez la garder. C'est-à-dire que vraiment, rien ne vous pousse à le garder. Il suffit tout simplement de l'amener dans ces institutions. Oui, mais est-ce que les parents sont sensibilisés c'est ce que je suis en train de vous dire. Présentement, nous avons... au niveau de la SOEPT, l'Association nationale des parents d'élèves est membre. Je sais que l'année passée, on a mené dans la région de Dosso. Et présentement, en principe, il doit être vers DIFA. En tout cas, chaque début d'année, une campagne est menée pour que véritablement on puisse prendre en compte, on sensibilise les parents pour que ceux qui ont des enfants handicapés, vraiment, c'est de tout faire pour aller les inscrire à l'école. Maintenant, s'il y a des difficultés, l'enseignant saura qui aborder pour que véritablement la préoccupation soit prise en compte. Pour ça, véritablement, Mokhtar, nous, en tant que DEFALA, nous nous réjouissons que des dispositions soient prises par l'État afin que la situation des enfants handicapés, l'éducation des enfants handicapés soit une préoccupation. C'est une véritable préoccupation. On ne peut que remercier. Mais l'autre difficulté, c'est qu'il y a l'absence des partenaires pour accompagner l'État afin de prendre ces enfants handicapés-là. Parce que le matériel qu'il faut coûte excessivement cher. Et aujourd'hui, tu sais, depuis les événements du 26 juillet, beaucoup de partenaires nous ont tourné le dos. Mais malgré ça, en tout cas, au nom de la refondation, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour que ces enfants-là aussi, leur droit à l'éducation puisse être une réalité dans ce pays. Merci et beaucoup. Mieux, Rapidement. on a été aussi avec le ministère de la Justice parce que le Niger va présenter son rapport devant les organes de traité. Et là, à ce niveau, en tout cas, particulièrement moi j'ai participé, on se réjouit des efforts fournis à ce niveau et le ministère de la Justice a compilé tout ça là pour présenter devant les organes de traité. Je pense que ça serait l'occasion pour que ces partenaires-là puissent revenir aider le Niger à faire en sorte que le droit à l'éducation des enfants handicapés soit une réalité. Merci beaucoup Al-Mustafa Moussa Ide, Amina Robert. Vous êtes membre de l'association des parents d'élèves et étudiants. Comment votre association aborde-t-elle la question de la scolarisation des enfants handicapés? En tant que membre de l'association des parents d'élèves, vraiment, ce que Moustapha vient de dire, vraiment, nous, en tant que parents, nous sommes vraiment très contents. Les dispositions prises. Des dispositions que l'État est en train de prendre pour ces enfants handicapés. Et vraiment, la sensibilisation doit être vraiment parentale. Parce qu'il y a des parents, vraiment, comme l'a dit Moustapha, qui ne veulent pas à ce que les enfants handicapés aillent à l'école. Et vraiment, ça, c'est pas normal. Mais est-ce que vous faites la sensibilisation à votre niveau? On fait des sensibilisations. On fait des sensibilisations pour que tous les enfants du Niger soient scolarisés. Pas seulement les enfants handicapés. Alors, et surtout les filles. Vous mettez beaucoup l'accent sur la scolarisation, de la jeune fille. Et on sensibilise les parents. Oui, mais est-ce que sur le terrain, il y a eu des avancées? Oui, il y a eu des avancées. Parce que quand vous allez dans les écoles comme l'école Soli Abdraman, comme l'école, comment est-ce qu'on appelle, l'école des sourds, là, oui, vous allez voir que vraiment ça va maintenant, pas comme auparavant. Et au sujet de la scolarisation de la jeune fille, vous faites aussi des actions à ce niveau? On fait des sensibilisations dans les écoles en tant que parents. On sensibilise les parents. On sensibilise même les chefs de quartier. Les chefs de village. Les chefs de village pour que vraiment tous les enfants du Niger soient maintenus à l'école et qu'on les laisse continuer. Oui, est-ce que les actions sont visibles sur le terrain? Oui, bien sûr. Quand vous allez retourner dans les années... Il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Vous allez voir. Quand vous allez aux choses statistiques, comment est-ce qu'on appelle les trucs de la statistique, de la direction de la statistique, vous allez voir qu'il y a eu vraiment des avancées. L'UNS, voilà. Donc ça veut dire que les parents ont compris. Ils ont compris que l'école vraiment
c'est ça la vie. Voilà. Amina Robert, selon beaucoup d'observateurs du domaine de l'éducation, exactement, la baisse du niveau des élèves au Niger est causée par plusieurs facteurs, dont le manque de qualité de l'enseignement, la précarité des enseignants, les programmes scolaires changeants et l'absence de suivi des écoles privées. Quelle réponse face à tous ces défis? Lorsque j'avais pris la parole, je vous ai dit que vraiment pour que l'école retrouve ces lettres de noblesse, il faut vraiment former les enseignants, la formation surtout des enseignants et sensibiliser les parents et payer, surtout payer les salaires à terme échu. Tout ça là vraiment, ça joue sur la qualité, le niveau des élèves. Sur le niveau des élèves. Oui, selon vous, que faut-il faire dans l'immédiat? Est-ce qu'il faut encore former les enseignants, créer en main oui, évidemment. Si les enseignants n'ont pas de formation, ils peuvent pas, vraiment, l'éducation ne peut pas être au rendez-vous. Voilà. Al-Moustapha Moussaïdé, est-ce que au niveau du SINAFEN, au niveau d'ASSO-EPT, au niveau de l'Alliance globale pour l'éducation et le développement, est-ce que la question de la baisse du niveau vous tient à cœur? Oui, Mokhtar. En tout cas, au niveau de nos différentes organisations dont nous sommes membres, en tout cas, le problème de baisse de niveau est une préoccupation que nous sommes en train de prendre très au sérieux. Mais on doit quand même s'en réjouir du fait qu'aujourd'hui, à une date lointaine, l'enseignement était délaissé. N'importe qui devenait enseignant. Sans vocation. Aujourd'hui, le combat que les organisations syndicales ont mené et la sensibilisation et les plaidoyers que ces organisations ont mené aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui, au moins, tu ne peux pas exercer l'enseignement sans passer par une école normale. Au moins, ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et je pense que ça contribue véritablement à lutter contre la baisse de niveau. Ça, c'est une réalité. C'est devenu un acquis que personne ne viendra encore remettre en cause. Aujourd'hui, l'enseignement au Niger est en train d'être exercé par des professionnels de la chose. De la même manière que Mokhtar, aujourd'hui, je ne peux pas venir faire le journalisme parce que moi, je n'ai pas fait... Vous ne connaissez pas les B.A.B.A. Je ne connais pas les B.A.B.A. C'est comme ça aussi l'enseignement. C'est un métier qui doit être exercé par des professionnels. Et nous nous réjouissons que le gouvernement ait compris ça et que c'est devenu une réalité. Ça, c'est un. Deuxième chose, le problème de baisse de niveau, il y a plusieurs facteurs qui concourent à ça. Aujourd'hui, les enfants et les parents, vous allez rentrer dans une maison, vous allez voir le papa est sur son portable, la maman est sur son portable, l'enfant est sur son portable. Personne n'est pas là, personne. Personne n'est pas là, personne. L'enfant qui est là, il doit apprendre ses leçons. Le papa est concentré par là, la maman est concentrée par là. Donc voilà d'autres phénomènes qui sont en train vraiment d'aggraver et d'accentuer le problème de baisse de niveau. Parce que si nous refusons de suivre nos enfants, je pense que les téléphones et les nouvelles technologies vont s'occuper d'eux et ça sera bonjour le dégât. On ne le souhaite pas. Merci beaucoup Al-Moustapha Moussaïdé. Amina Robert, vous venez là d'écouter une des préoccupations du SINAFEN exprimée ici par son secrétaire général. Est-ce que l'usage des téléphones par les scolaires est une préoccupation selon vous? Oui, ça c'est la réalité. C'est la pure vérité. Vraiment, l'usage du téléphone maintenant, là, on a fait les téléphones ont été conçus pour vraiment apprendre le meilleur, mais vraiment, c'est le contraire. Moustapha l'avait dit déjà, les parents, même à la maison, au lieu de s'occuper de l'éducation des enfants, ils sont là sur les portables, la femme, le mari, les enfants. Donc vraiment, c'est une très grande... Qu'est-ce que l'association peut faire pour que cela change? Ça, ce n'est pas seulement l'association, c'est tout le monde. Tout parent doit vraiment veiller à ce que l'usage des appareils portables soit vraiment modéré. Au lieu d'utiliser les portables, même la nuit. À minuit, vous allez voir, et même jusqu'au matin. Bon, en tant que parent, vraiment, il faut que les parents veillent à l'éducation. Selon vous, Madame Amina Robert, quelle est la meilleure manière, la meilleure façon d'éduquer une jeune fille à l'école et à la maison? L'éducation d'une fille à la maison, ça c'est les trucs des mamans. Vous êtes une maman. Voilà, mais pas seulement des mamans. Même les papas doivent... Il ne faut pas que les Moustapha vont dire que c'est seulement les mamans qui vont s'occuper de l'éducation des filles. Ah oui, donc en tant que mère, on doit vraiment
éduquer, surveiller. Comment le faire? Surveiller ses sorties, ses rentrées, les activités et qui elle fréquente d'ailleurs même. Parce que la fréquentation, c'est ça même parfois qui... Toi, tu es là, tu éduques ton enfant et il y a d'autres fréquentations qui vraiment aussi contribuent vraiment à ce que... Comment faire pour éviter tout ça là, les actions négatives? On doit veiller aux sorties et rentrées de nos enfants filles. Al-Moustapha Moussa Ide, à présent, quels sont vos conseils, recommandations à tous les acteurs du système éducatif nigérien pour la stabilité et un bon déroulement de l'année scolaire 2025-2026? Mais Mokhtar, avant de répondre à ça, je pense qu'il y a aussi, vous avez posé la question à la grande sœur qui a effectivement salué l'idée de la réduction des frais de scolarité. Des frais de scolarité à hauteur de 20%. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a un débat qui est en train de surgir suite à la publication du communiqué du ministre qui dit qu'il y a des établissements qui refusent de suivre. Une trentaine d'établissements. Je pense qu'il faut qu'on arrête. L'État prend un engagement, une décision. Il faudrait que les uns et les autres puissent suivre. Cette affaire de réduction ne date pas d'aujourd'hui. Si vous vous rappelez, Mokhtar, dans ce même studio, nous avons rappelé que c'est suite à la déclaration, malgré que maintenant le Niger ne fait pas partie de la francophonie, mais quand même c'était une préoccupation. Le problème de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation était devenu une préoccupation dans les pays francophones. Ce qui a fait qu'en 2017, il y a eu la réunion des chefs d'État où une déclaration avait été rendu public par les chefs d'État pour véritablement mener un combat contre la privatisation et la marchandisation de l'éducation. Au retour, le Niger a effectivement adopté un décret. Mieux, des experts se sont réunis à Abidjan, toujours dans la même période, pour adopter ce qu'on appelle les principes d'Abidjan. Ces principes d'Abidjan, tous les experts des chefs d'État, des États francophones, où on a sorti les principes d'Abidjan, où on a amené l'État à prendre des mesures pour réguler la privatisation de l'éducation. Parce que dans certains pays, l'éducation était devenue presque un produit marchand. Donc c'est un frein à la scolarisation. Et nous, en tant que, effectivement, ASSO-EPT, en tant que aussi Alliance du Global pour l'éducation et le développement, nous faisons partie, en tout cas, de tout ce processus-là. Un comité a été mis en place, tout le monde on a participé, des enquêtes ont été menées, jusqu'à ce qu'on aboutisse à ça là. Mais c'est inconcevable qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils ne vont pas accepter. Et qu'il faut que les gens comprennent que le ministère du Commerce et de l'Industrie est véritablement dans son rôle d'appeler ces établissements privés-là à l'ordre. Nous, on ne dit pas de les fermer, mais il faudrait qu'ils respectent. Celui qui refuse de respecter la loi, on lui applique la loi. Merci beaucoup, Al-Moustapha Moussa Ide. Une minute, Mokhtar. Maintenant, par rapport au Conseil, nous disons que ce contexte de la refondation-là nous oblige à être résilients. Et nous lançons un appel auprès des autorités pour que le paiement des salaires et pécules des enseignants, si réellement nous voulons une année stable, normale, où l'école publique va retrouver ses lettres de noblesse, l'une des conditions, c'est de garantir le paiement régulier des salaires et pécules des enseignants. Merci beaucoup, Al-Moustapha Moussa Ide. Amina Robert, vos conseils et recommandations rapidement. Bon, ce que j'ai à recommander, en tant que parent, vraiment nous recommandons le paiement des salaires et des pécules des enseignants à terme échu. Et nous souhaitons à ce que le gouvernement respecte ses engagements, surtout ses engagements envers les corps enseignants. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Al-Moustapha Moussa Ide, secrétaire général du syndicat national des agents de l'éducation et de la formation SINAFEN, membre de l'Alliance globale pour l'éducation et le développement et ASSO-EPT, et Amina Robert, membre de l'association des parents d'élèves et étudiants. Je rappelle que nous avions également invité le ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, mais aucun représentant n'a pris part à cette émission. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. C'était Mokhtar Hamadou à la modération de cette émission. Merci, à bientôt.